Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Toujours dans le langage symbolique, aujourd'hui on va voir le mandala comme image du soi quand l'inconscient dessine son centre. Et si ce que nous cherchons tous au fond de nous avait déjà une forme simple mais universelle. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles du monde tracent cette forme, un cercle, parfois orné, parfois divisé en 4 directions, parfois rayonnant comme un soleil. Cette forme, c'est le mandala. Pour Carl Gustav Jung, les mandalas ne sont pas de simples œuvres d'art ou objets religieux, ce sont des images spontanées de la psyché. Des dessins qui apparaissent quand notre monde intérieur cherche à se réorganiser. Quand l'Orient trace un mandala de méditation, quand l'Occident dessine une rose des vents et une cathédrale centrée sur un cœur circulaire, ou même quand un rêve nous montre un cercle lumineux, un jardin clos, une roue qui tourne. C'est la même dynamique. Notre psyché cherche son centre, elle cherche à retrouver un axe, une stabilité, ce que Jung appelait le processus d'individuation. Et ce qui est fascinant, c'est que ces images ne viennent pas seulement de l'Orient ou des traditions religieuses, elles émergent chez chacun de nous, souvent dans des moments de crise ou de transformation, comme si notre inconscient savait exactement comment nous recentrer, bien avant que notre esprit conscient comprenne ce qui se joue. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un mandala et pourquoi apparaît-il dans nos vies? Mandala, en sanskrit, signifie cercle, mais pas n'importe lequel, un cercle sacré, un espace de protection et de recentrage. Dans les traditions bouddhistes, tibétaines ou hindoues, le mandala est une carte de méditation. On y voit souvent un centre lumineux, entouré de formes concentriques, qui guident les pratiquants vers l'axe intérieur. Et ce qui a beaucoup intéressé Jung, c'est que le mandala n'appartient pas qu'à l'Orient, il émerge spontanément chez les êtres humains, partout dans le monde, comme une figure archétypale de l'unité, de l'ordre intérieur et du centre. Dans l'Occident chrétien, il prend plusieurs formes symboliques. On pense souvent à la rose des cathédrales gothiques, comme celle de Reims ou d'Amiens, des cercles parfaits aux vitraux irradiants organisés autour d'un centre lumineux. Mais à Chartres, c'est le labyrinthe circulaire qui occupe le centre de la nef, un chemin sinueux, contenu dans un cercle que l'on parcourt en marchant comme un pèlerinage intérieur. Là aussi, tout converge vers un centre, à travers un voyage symbolique d'intégration. Chez les peuples autochtones, il se manifeste sous la forme d'une roue de médecine, un cercle sacré qui relie les 4 directions, les éléments, les saisons et les cycles de la vie. C'est un mandala vivant, cosmique, souvent lié à la guérison. Dans nos rêves modernes, il surgit parfois comme une image de stabilité et d'unité, un jardin circulaire, une roue qui tourne, un soleil qui éclaire de l'intérieur. Il représente alors une tentative de l'inconscient pour ramener du centre, du sens et de l'ordre dans le chaos de la psyché. Jung a découvert ses dessins de mandala et de cercles chez ses patients, parfois même avant qu'ils comprennent leur propre crise. Une femme en dépression profonde s'est mise à dessiner chaque jour des cercles colorés sans savoir pourquoi. Quand Jung a analysé ses dessins, il a vu que l'inconscient cherchait à créer un axe, à organiser le chaos intérieur autour d'un centre stable. Pour lui, le mandala est une image spontanée de la totalité, une boussole intérieure qui nous aide à traverser les passages difficiles et à retrouver une unité psychique. Et c'est là que l'histoire devient passionnante, car le mandala ne se limite pas au dessin ou au rêve, il est aussi au cœur des grandes traditions symboliques, du Yiking chinois à la fleur d'or taoïste, qui ont toutes pressenti que le cercle est la clé de notre transformation intérieure. Si Jung a reconnu dans le mandala une structure universelle de l'âme, il a été profondément marqué par sa présence dans les traditions spirituelles de l'Orient, non pas comme un simple motif évidemment décoratif, mais comme un symbole central de transformation intérieure. C'est grâce à son ami et collaborateur Richard Wilhelm, grand sinologue et traducteur du Yiking, que Jung a pu entrer en résonance avec cette sagesse millénaire, et découvrir ce qu'il appellera l'Orient intérieur. Merci énormément à ce défunt Richard Wilhelm. En 1923, Wilhelm publie sa traduction du Yiking, le livre des transformations. Jung est immédiatement frappé. Ici, il ne s'agit pas de prédire l'avenir au sens occidental, mais de lire la qualité du moment présent. Les hexagrammes sont comme des mandalas temporaires, des images qui reflètent le rythme de la vie intérieure et extérieure. Plus tard, Jung appellera cela la synchronicité, ce principe mystérieux où l'intérieur et l'extérieur se répondent non par cause à effet, mais par harmonie de sens.
Quelques années plus tard, en 1929, Richard Wilhelm lui envoie la traduction d'un traité taoïste, Le mystère de la fleur d'or. Et là, Jung a ce qu'il décrit une véritable révélation. Dans ce texte, il voit une pratique méditative où la lumière circule à l'intérieur du corps, s'élève, revient vers le centre, jusqu'à faire éclore une fleur intérieure. Les dessins de la fleur d'or ressemblent à des mandalas vivants où le centre rayonne vers la périphérie, exactement comme dans ses rêves et dessins de patients en thérapie. Pour Jung, c'est une confirmation bouleversante, ce que ces patients dessinaient spontanément dans leurs inconscients résonne avec des pratiques spirituelles millénaires. Et là, le pont se fait. Le Yiking et ses hexagrammes, la fleur d'or et ses cercles lumineux, les mandalas tibétains et les rêves des patients occidentaux, tous parlent le même langage du centre vivant. Par-delà les siècles et par-delà les cultures, l'inconscient cherche toujours à se dessiner lui-même. Tu l'as compris, à travers cet épisode, le mandala n'est pas qu'un dessin ni un joli symbole à accrocher au mur. C'est un acte de transformation intérieure. Chaque fois que nous entrons en crise, que la vie nous disperse, notre inconscient cherche à se réorganiser. Et souvent il le fait par des images circulaires, par ce mouvement vers le centre vivant. S'intéresser au mandala, ce n'est pas qu'une curiosité artistique ou intellectuelle, c'est accélérer son processus d'unification, que l'on soit thérapeute, énergéticien, artiste ou curieux, ou simplement en quête d'un sens plus profond à ce que l'on vit. Dans mon cours complet sur les mandalas, je vous montre comment lire un mandala dans les rêves, le relier au tarot, à la kabbale, le relier aux archétypes, à l'inconscient, tracer et explorer votre propre carte intérieure pour découvrir ce qui cherche à émerger dans votre vie. Si ce sujet résonne pour toi, je t'invite à me rejoindre pour une rencontre mensuelle en visio autour des symboles vivants, mandala, alchimie, tarot, kabbale. Tu peux aussi réserver un accompagnement individuel pour explorer tes rêves ou simplement un accompagnement vers ton chemin de transformation. Et à la rentrée, mon livre L'Odyssée des archétypes donnera beaucoup de clés pour décoder ces langages symboliques et les vivre au quotidien. Car c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans nos vies? Je te remercie pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.